Bonjour, je m'appelle Diego et je suis le seul garçon dans une école pour filles. Ça ressemble à un rêve devenu réalité pour n'importe quel adolescent, non? Eh bien, laissez-moi vous dire ce que ça fait vraiment d'être entouré de filles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout d'abord, il est essentiel que vous compreniez tous comment cela est arrivé. Après tout, c'était une école exclusive qui n'acceptait que des élèves de sexe féminin. Alors comment se fait-il que j'ai pu m'y inscrire? Honnêtement, c'est un peu de ma faute. J'étais un enfant perturbé, vous voyez. Ma mère et mon père travaillaient de longues heures. Ils faisaient de leur mieux mais étaient rarement là. Cela signifiait que je passais beaucoup de temps seul. Au lieu de me concentrer sur mes études et de me comporter comme un bon garçon devrait le faire, j'ai commencé à faire des bêtises. Je traînais avec les mauvaises personnes et j'ai commencé à avoir de vrais problèmes. La situation s'aggravait chaque mois et mes parents recevaient tellement d'appels de mon école qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Une fois, j'ai été accusé de vol à l'étalage. Ce n'était pas moi qui volais, mais un de mes amis. J'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment et j'avais déjà une terrible réputation. Mes parents ne m'ont pas cru au début. Mais après que nous nous soyons assis et ayant discuté, ils ont compris que je n'avais vraiment pas été le voleur. Tous les biens volés étaient sous les vêtements de mon ami. Et il avait déjà un casier judiciaire, même à 17 ans. Même si je n'étais pas responsable du vol, ils étaient inquiets de mon attitude et des amis que je m'étais fait. Je restais dehors jusque tard dans la nuit et je violais souvent le couvre-feu. Et ma mère m'a dit que je devenais incontrôlable. C'est alors que mon père et ma mère ont décidé que quelque chose devait changer. Ils devaient me surveiller, mais ils ne pouvaient absolument pas quitter leur travail. Ils ont donc parlé à ma tante Laura, qui était la directrice de cette école exclusive qui, jusqu'à cette année-là, n'acceptait que les filles. Laura voulait aider mes parents à s'occuper de mon éducation. Elle était la sœur de ma mère et avait vu à quel point maman était inquiète pour moi. Elle voulait aider à me remettre sur pied et être une bonne tante. Alors elle a élaboré un plan. Elle a vérifié le règlement de l'école et a réussi à trouver une faille. Laura est parvenue à ouvrir l'inscription à l'école aux garçons également, mais n'a pas fait d'annonce publique ni modifié la description du site web. Donc, bien que techniquement les garçons puissent s'inscrire, personne d'autre que mes parents n'était au courant. J'étais tellement en colère quand mes parents m'ont dit que je changerais d'école. Mes amis et tous ceux avec qui je m'entendais y sont allés. Je devais tout recommencer avec des élèves que je ne connaissais même pas. Ce n'était pas juste. J'ai essayé de refuser, mais bien sûr, je ne pouvais rien faire pour l'éviter. Mais le premier jour d'école, j'ai réalisé que la situation n'était pas aussi mauvaise que je l'imaginais. Je suis entré dans la classe et toutes les filles se sont retournées pour me regarder. Elles se sont mises immédiatement à chuchoter et à parler entre elles. Le professeur m'a présenté à la classe en expliquant que j'étais le nouvel élève. Elles étaient toutes clairement perplexes, car personne ne savait que les garçons étaient désormais admis. Après les explications, elles semblaient toutes ravies. Quand la pause est arrivée, presque toutes mes camarades de classe se sont précipitées à mes côtés. Elles m'ont entouré et ont commencé à me poser toutes sortes de questions. Elles ont ouvertement flirté avec moi et ont battu des yeux. J'étais au centre des intérêts. C'était tellement cool. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer que les filles se maquillaient et raccourcissaient leurs joues. Elles essayaient toutes d'attirer mon attention. Certaines ont même eu l'audace de me demander de sortir avec elles. J'ai eu tellement de rendez-vous les premières semaines. J'ai aussi été embrassé plusieurs fois. Elles étaient si belles et adorables, et j'avais toujours une fille qui me prenait le bras quand je marchais dans les couloirs de l'école. Le problème a commencé quand la jalousie est apparue entre les filles. Au début, elles semblaient toutes d'accord pour dire que, comme j'étais le seul garçon, je ne serais pas exclusif. Toutes méritaient une chance d'avoir un peu d'attention de ma part, disaient-elles. J'étais heureux de cela. Et à un moment donné, j'avais 5 petites amies, alors qu'elles se connaissaient toutes. Au début, elles étaient toutes d'accord. Mais ensuite, certaines filles ont commencé à développer des sentiments pour moi. Certaines voulaient passer plus de temps avec moi que ce qui avait été convenu au départ. Quelques-unes m'ont même convaincu de manquer des rendez-vous avec d'autres filles. Et cela a créé beaucoup de conflits entre des étudiantes qui étaient amies depuis si longtemps. Il semblait que ma présence là-bas gâchait tout. Auparavant, les filles étaient surtout amicales entre elles. Mais maintenant, elles se chamaillaient et se disputaient entre les cours. Ma tante m'a appelé à son bureau et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai tout raconté et lui ai expliqué que je ne savais pas comment me sortir du pétrin que je m'étais créé. Toutes mes copines voulaient que je sois exclusive avec elles, et je ne savais pas comment choisir sans créer un plus gros problème. En plus, je les aimais toutes, et chaque fois que je pensais en larguer une, je finissais par trouver des excuses pour ne pas le faire. Finalement, ma tante a résolu le problème en ajoutant une nouvelle règle au règlement de l'école. Les rendez-vous étaient absolument interdits dans l'enceinte de l'école, comme tout signe public d'affection. Cela signifiait que je ne pouvais pas sortir avec ces filles même si je le voulais. C'était un peu triste,
car j'aimais vraiment mes copines. Mais maintenant, l'école était en paix. J'ai pu devenir ami avec la plupart des filles avec lesquelles j'étais sorti auparavant et j'ai réalisé à quel point cela pouvait être génial aussi. J'aurai le temps de me trouver une belle petite amie à l'avenir. Mais j'ai décidé qu'il valait mieux me concentrer sur mes études et enfin rendre mes parents fiers. Merci d'avoir regardé. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un problème dont vous ne saviez pas comment vous sortir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Salut, je m'appelle Cécilie et mon histoire est assez dingue. Je n'arrive toujours pas à croire que ça m'est arrivé. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenue la fille la plus populaire de l'école, parce que j'étais la seule fille de l'école. Quand j'étais petite, je n'étais pas une très gentille fille. Je m'attirais toujours des problèmes et je refusais de faire ce que mes parents me demandaient. Maman et papa n'étaient pas très contents de moi et ont tout essayé pour me remettre sur le chemin droit. Je peux déjà vous dire que rien n'a fonctionné. J'étais tout le temps renvoyée de l'école. J'étais une cause perdue. Avec le recul, je comprends que j'aurais dû me comporter différemment. Mais à l'époque, je pensais que faire l'idiote me rendait super cool. Pire encore, quand je suis entrée au lycée, j'ai commencé à traîner avec les mauvaises personnes. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment je me suis retrouvée mêlée à leurs histoires. Je suis allée dans un lycée public car mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer dans un chic établissement privé. Il y avait là toutes sortes d'adolescents, les gentils, les travailleurs, les rebelles. Vous savez, tous les groupes auxquels vous pouvez appartenir. J'ai commencé à traîner avec de très mauvaises personnes. Ces gens-là séchaient tout le temps les cours, répondaient aux professeurs et ils s'attiraient toujours des ennuis. En vérité, je crois qu'au moins l'un d'entre eux était envoyé dans le bureau du proviseur presque quotidiennement. Ils avaient une affreuse réputation au lycée, et ils l'avaient bien mérité. Je les trouvais vraiment super. Évidemment, j'avais tort, mais quand j'étais jeune, ça semblait être une façon amusante de se comporter. Alors je me suis mise à faire de gros efforts pour être tout comme eux. Je m'habillais comme eux, et j'ai commencé à me rebeller contre tout et n'importe quoi. Mes parents, les professeurs, toute forme d'autorité, tout ce contre quoi je pouvais protester. Si mes parents voulaient que je finisse la viande dans mon assiette, je disais que j'étais végétarienne. Si j'avais de mauvaises notes à l'école, je prétendais que je prenais position contre le système. Le pire était que j'adorais les études et avais souvent les bonnes réponses aux examens. Mais je ne voulais pas que mes amis pensent que j'étais une intello. Alors je faisais exprès de me tromper. Mes parents étaient dépassés par les événements. Et ils ne savaient pas quoi faire de moi. Ils étaient vraiment inquiets que je ne sois en train de gâcher ma vie et que je ne puisse pas me ressaisir plus tard. Quand je serai enfin adulte, je serai hantée par mon passé et il serait trop tard pour le changer. Alors ils se sont mis à chercher des solutions. Que pouvaient-ils faire pour me faire comprendre que je faisais une grosse erreur, ou du moins enfin me remettre sur le droit chemin? C'est là que mon oncle Lorenz est entré en scène. Lorenz est formidable, mais à l'époque, je le trouvais tellement ennuyeux. Il était sérieux et travaillait dur, et à mes yeux, c'était nul. Je comprends maintenant qu'il adore son travail et que, plus important, il aime aider les gens. Surtout sa famille. C'était pour cette raison qu'il a décidé de parler à mes parents pour essayer de me remettre sur le droit chemin une bonne fois pour toutes. Lorenz dirigeait une école très prestigieuse et il voulait que j'y aille gratuitement. Ça voulait dire que je pouvais être étudiante dans un établissement très strict et prestigieux et les revenus de mes parents ne seraient pas un problème. Le seul souci était que son établissement n'admettait que des garçons. Et j'étais absolument une fille. J'adorais porter des robes courtes et avoir les cheveux longs, alors il était impossible de dissimuler ce fait, même rien qu'une minute. Alors il a décidé de trouver une faille qui me permettrait de candidater. Il a changé le règlement seulement pour 1 an pour pouvoir admettre les filles exceptionnellement. Mais il ne l'a annoncé nulle part. Alors les seules personnes qui en avaient connaissance étaient mes parents. J'ai obtenu une bourse grâce à l'influence qu'avait mon oncle sur le comité de direction de l'école, et il a même payé pour mon uniforme. Bien sûr, je ne voulais pas le porter, et j'ai eu une horrible dispute avec mes parents à ce sujet. Ils ont fini par avoir ce qu'ils voulaient, et je suis partie pour l'école en portant mon uniforme. J'étais vraiment énervée et prête à me rebeller le jour même contre tous les professeurs qui me parlaient. À ma plus grande surprise, l'école était vraiment sympa. Les couloirs étaient larges et magnifiques, et les salles de classe étaient immenses, et la taille de mon casier. C'était incroyable. Peut-être que ce n'était pas si mal après tout, me suis-je dit. Et puis j'ai commencé à regarder aux alentours, et je me suis rendu compte que tous les garçons étaient très mignons. J'étais stupéfaite. Encore mieux, ils semblaient tous sidérés de me voir là. J'adorais être le centre d'attention, et j'ai un peu raccourci ma jupe pour mettre en valeur mes longues jambes. Évidemment, ils m'admiraient encore plus après ça. J'en appréciais chaque seconde. Quand arrivait la pause déjeuner, ils se précipitaient tous vers moi et me proposaient de payer mon repas.
En fait, pendant toute la période où j'ai étudié là-bas, je n'ai jamais eu à payer pour quoi que ce soit que je voulais manger ou boire. Les garçons m'achetaient toujours de délicieux déjeuners et des collations. Ils m'entouraient d'attention et désiraient terriblement que je leur prête attention. Ils n'avaient vraiment pas l'habitude d'être avec une fille si souvent. Bien sûr, ils pouvaient passer du temps avec des femmes en dehors de l'école, mais la plupart du temps, ils étaient enfermés avec d'autres garçons. Alors j'étais vraiment une nouveauté pour eux, et tous ceux de ma classe voulaient sortir avec moi. Évidemment, je disais oui souvent. On me traitait comme une princesse, toujours choyée par ceux avec qui j'avais rendez-vous. Les garçons essayaient de se surpasser les uns les autres et m'offraient toutes sortes de magnifiques cadeaux. Je les acceptais tous poliment et répondais à leurs avances à chaque fois. Le problème était que j'appréciais beaucoup d'entre eux. Je n'arrivais pas à me décider. J'ai donc décidé de tirer sur la corde et demander aux garçons qui m'invitaient à sortir si ça les dérangeait de me partager. À ma plus grande surprise, la plupart d'entre eux ont accepté. J'ai simplement laissé tomber ceux qui ont refusé. Ce n'était pas très sympa, mais j'avais tellement d'options à l'époque que ça m'importait peu s'ils ne voulaient plus me parler. Mais au bout d'un moment, même ceux qui n'étaient pas sûrs d'accepter que je sorte avec d'autres garçons m'ont demandé une seconde chance. Après tout, j'étais la seule fille dans les parages, alors je gagnais à tous les coups. Au début, sortir avec autant de garçons à la fois était très amusant. Je dînais au restaurant tous les soirs. Je ne payais jamais rien et je recevais beaucoup de cadeaux. Je m'amusais et je sortais avec des garçons incroyablement canons. Le problème était qu'au bout d'un moment, je voulais juste du temps pour moi. Je souhaitais pouvoir rester à la maison et étudier ou me reposer quelques jours par semaine. Mais j'étais trop occupée avec les innombrables rendez-vous qu'on me proposait. Je me suis aussi rendu compte que certains garçons qui étaient admis depuis des années se mettaient à se disputer constamment. Je me sentais coupable, ils étaient tous si gentils, et je ne voulais pas être la personne qui mettait fin à leur amitié. La situation était si compliquée que mon oncle Lawrence a fini par me convoquer dans son bureau. Il m'a demandé pourquoi il y avait tant de tension dans ma classe. Et j'ai finalement fondu en larmes. J'ai avoué que je ne savais pas comment résoudre les problèmes que j'avais causés et que j'étais très heureuse dans cette école. Je ne voulais pas à nouveau m'attirer des ennuis comme je l'avais fait dans mon ancienne classe. Je ne savais pas quoi faire, car je ne voulais pas rompre avec mes petits copains et qu'ils me détestent tous. Alors mon oncle m'a demandé si j'essayais vraiment de changer et de devenir une meilleure personne. J'ai répondu que oui, et j'ai promis de m'investir davantage dans mes études s'il m'aidait. Lawrence a eu une brillante idée et il a interdit les relations entre les étudiants. Ça m'a tellement aidée, je ne pouvais pas sortir avec qui que ce soit sans enfreindre le règlement et j'avais une excuse parfaite pour refuser un rendez-vous sans qu'il ne s'énerve contre moi. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que je commence à avoir des nausées. Ma mère m'a emmenée chez les médecins et nous avons été choqués de découvrir que j'étais enceinte. Maman a voulu savoir qui était le père, mais je ne le savais pas. J'étais bouleversée et je me suis vivement excusée de m'être comportée de cette façon. J'ai expliqué que je savais que j'avais déconné et que je n'aurais pas dû laisser la situation s'aggraver à ce point. Maman était fâchée contre moi, évidemment. Cependant, elle était soulagée que je change enfin d'attitude et que je prenne mes responsabilités. Mes parents ont fini par m'aider à gérer la grossesse et ils ont vraiment été mes sauveurs. Je n'aurais pas pu le faire sans eux. Je ne sais toujours pas qui est le père de mon enfant. Mais je m'en moque maintenant. L'un des garçons qui était sorti avec moi, Ryan, ne s'est pas laissé dissuader par l'interdiction de sortir avec d'autres étudiants. Il continuait de me demander de sortir avec lui encore et encore. Il m'a expliqué qu'il m'aimait vraiment et que ce n'était pas une amourette passagère pour lui. Même quand je lui ai expliqué que j'étais enceinte, il voulait toujours être mon petit ami. J'étais très étonnée. Nous avons commencé à sortir ensemble en secret, pour que mon oncle ne s'énerve pas et ne nous renvoie pas. Au bout d'un moment, quand nous étions sûrs que notre relation était sérieuse, nous avons fini par avouer. Mon oncle a accepté que nous sortions ensemble tant que je ne sortais pas avec les autres garçons. Ryan était extraordinaire avec le bébé et moi. C'est le garçon le plus gentil au monde, et il m'aime pour qui je suis. C'est si rare chez un garçon. Je travaille dur pour obtenir mon diplôme universitaire, et Ryan m'aide dans mes études et garde souvent mon enfant pour que je ne sois pas trop stressée. Ce pourrait bien être son enfant biologique, mais nous ne voulons pas faire de test de paternité. Il m'a dit qu'il aimait mon bébé et qu'il sera là pour nous quoi qu'il arrive. Je pense qu'il va me faire sa demande ce soir. Il est comme un père pour mon enfant et je ne m'imagine pas être avec quelqu'un d'autre que lui. Je suis totalement amoureuse de lui et je nous vois déjà passer toute notre vie ensemble et donner à mon bébé beaucoup de frères et sœurs. Ryan m'a aussi aidé à reprendre ma vie en main et il est toujours là pour moi quand j'ai besoin de lui. Mes parents et mon oncle Lawrence l'adorent. Je sais qu'ils seront d'accord pour que nous nous marions.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le pétrin sans savoir comment vous en sortir? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Il y a beaucoup de drôles d'histoires, parmi lesquelles choisir. Salut, je m'appelle Alissa. Et je voudrais vous parler de la plus horrible expérience de ma vie. C'était si affreux qu'honnêtement, je ne souhaite à personne de vivre quelque chose de similaire. Je me suis retrouvée dans une prison d'hommes. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis une fille. Alors mon séjour là-bas a été horrible, encore pire que mon séjour habituel en tôle. Si seulement j'avais compris que j'aurais une terrible existence si j'enfreignais la loi, je n'aurais pas eu à apprendre cette terrible leçon pour me tenir à carreau. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment paumée. Je n'essaye pas de me trouver des excuses, mais je suivais l'exemple de toute ma famille. La vérité, c'est que ma famille était paumée. Je n'ai jamais connu mon père car il a été envoyé en prison quand j'étais dans le ventre de ma mère, et maman n'était pas non plus très exemplaire. Elle s'attirait déjà des ennuis et a été envoyée en prison plusieurs fois. Ce n'était que de courtes peines et elle sortait au bout de quelques mois. Pendant ce temps, j'allais chez mon oncle ou mes tantes. Mais vous imaginez bien qu'ils n'étaient pas mieux. Ils étaient juste doués pour ne pas se faire arrêter. Mon oncle Eleni vendait toutes sortes de pilules, et pas du genre de celles que vous trouvez à la pharmacie. Tante Lucie traînait avec des types qui n'étaient pas du tout gentils et se battaient tout le temps. Mes cousins étaient tout aussi paumés. Je n'avais aucun bon exemple à suivre dans ma vie. Mes amis étaient aussi de mauvaise influence. Nous nous attirions toutes sortes d'ennuis et essayions de jouer des tours aux flics. Dites-vous que ça finissait toujours mal. Je regrette de n'avoir eu personne pour m'apprendre ce qu'il fallait faire ou ne pas faire et à quel point la vie d'un criminel était horrible. Mais à ce moment-là, être une criminelle paraissait super cool, et ça me semblait être la seule façon dont je pouvais gagner de l'argent. Je pensais qu'avoir un travail était fait pour les idiots qui n'avaient pas assez de bon sens. Alors je me moquais de mes amis qui avaient un vrai travail. Je leur disais qu'ils pouvaient rester des esclaves modernes, et je passais mon temps à décompresser et à prendre ce que je voulais. Qui allait m'empêcher de faire ce que je voulais? Après tout, ma famille m'avait appris à voler. Ce que j'ai appris avec eux était de ne jamais me faire arrêter et de ne pas être une balance. Si j'avais des problèmes, je devais me taire et ne pas faire tomber d'autres personnes avec moi. Dans ce milieu, c'est chacun pour soi. Et c'est exactement à cause de ça que je me suis retrouvée en prison. Tous mes amis qui avaient déconné avec moi ont réussi à échapper à la prison. Peut-être que j'aurais dû les dénoncer parce qu'ils sont dans de bien pires situations maintenant. Ils n'ont pas retenu la leçon et ont reproduit les mêmes erreurs que nous commettions quand nous étions plus jeunes. J'espère qu'ils ne feront pas de mal à quelqu'un d'autre en même temps. Le truc, c'est que j'ai eu plein d'avertissements avant mon petit séjour en prison. Mais j'étais trop aveuglée par ma jeunesse et toutes mes mauvaises influences pour comprendre à quel point ma conduite était dangereuse. J'avais tout le temps des ennuis à l'école et étais en retenue toutes les semaines. Ma mère ne savait pas vraiment comment faire avec moi, mais pour être honnête, elle avait aussi un casier judiciaire, alors c'était compliqué pour elle de me dire de bien me tenir, alors qu'elle déconnait tout le temps. Mon premier gros pépin avec la loi, c'était quand j'avais 15 ans. Un des cousins m'a mise au défi de voler dans l'épicerie au coin de la rue. J'étais si impatiente de montrer que je pouvais le faire que j'ai accepté. Évidemment, je me suis faite prendre et le propriétaire a appelé la police. Il avait une politique de tolérance zéro en ce qui concernait les enfants qui volaient dans son magasin. C'était pour cette raison qu'il était rarement la cible de petits délinquants. Je ne le savais pas et me suis attiré de gros ennuis. Évidemment, quand on m'a demandé si quelqu'un m'avait aidé ou savait ce que je faisais, j'ai secoué la tête. Je pensais que j'étais super cool à ne pas balancer mon cousin. J'avais l'impression de déchirer. Le juge n'était pas impressionné et m'a condamné à 5 mois en centre de détention pour mineurs. Je croyais que ça allait être une promenade de santé. Ce n'était pas facile, c'est vrai. Mais sachant ce que je sais maintenant, eh bien je regrette de ne pas avoir tiré profit de cette opportunité. Parce que c'était horrible en prison et si j'avais retenu la leçon en centre de détention, je n'aurais pas été forcée de subir cette punition. Un jour, quand j'avais 20 ans, je traînais avec des amis. Nous nous ennuyions un peu et ce n'était jamais un bon présage en ce qui nous concernait. Après tout, c'était dans ces moments-là que nous nous attirions le plus d'ennuis. Nous avons eu la très bonne idée de faire le tour du quartier et de regarder les portes d'entrée. Puis nous pourrions voler tous les colis qui avaient été laissés pour nos voisins. C'était en pleine journée, alors il y avait déjà eu plein de livraisons, mais la plupart des gens n'étaient pas chez eux. Ça semblait être l'idée la plus géniale. Nous pourrions avoir plein de choses gratuitement et nous pourrions vendre sur Internet ce que nous ne voulions pas.
et nous aurions de l'argent pour acheter tout ce que nous voulions à la place. En plus, je pourrais frimer devant ma famille et faire voir à mes amis plus honnêtes que c'était plus sympa de voler, plutôt que de travailler comme des idiots. Alors nous avons fait le tour du quartier, et à la fin de la journée, ma chambre était remplie de paquets de toutes les tailles et de toutes les formes. C'était le jour le plus cool qui soit. Du moins, c'est ce que nous avons cru jusqu'au lendemain matin. Quand je me suis réveillée, ma mère m'a demandé ce que j'avais fait. J'ai fait l'innocente et lui ai dit que je n'avais rien fait du tout pour m'attirer des ennuis. Elle m'a demandé pourquoi la police était à notre porte demandant à me voir. J'ai dégluti et je suis sortie pour leur parler. J'étais très confuse. Après tout, j'avais volé tous ces colis en pleine journée. Mais personne ne nous avait vus. Comment avaient-ils su pour moi et mes amis? Immédiatement. Ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation. Ils avaient des preuves que j'étais l'une des coupables. Ils avaient des vidéos. Apparemment, plusieurs de nos voisins en avaient eu marre de la criminalité dans le quartier. Ils avaient fait installer des caméras et j'étais la seule dont le visage était visible. La procureure est venue me parler pendant ma détention provisoire. Elle m'a dit que si je lui disais qu'il m'avait aidé à voler ses colis, elle pourrait conclure un accord. Maintenant, je regrette de ne pas avoir accepté son offre. Au lieu de ça, j'ai décidé que la chose la plus honorable à faire était de ne rien dire. Alors je suis passée devant le juge. Je n'arrivais pas à croire que j'allais finir en prison pour quelques boîtes. Il n'y avait rien de bien intéressant dedans, juste quelques vêtements, des DVD et des trucs sans valeur. Pas de téléphone portable ni de console de jeu, rien de tout ça. En plus, j'ai dû tout rendre, alors ce n'était pas comme si je m'étais enrichie. J'ai été défendue par un avocat commis d'office, mais il n'a pas fait du bon boulot. En fait, je ne crois pas qu'il ait vraiment essayé. Le procès a duré moins de 2 semaines. Ma mère avait payé ma caution, mais je savais que ma liberté serait de courte durée. J'ai parlé à mes amis, et ils m'ont demandé si j'allais les dénoncer. J'ai promis de ne rien dire, et ils étaient vraiment soulagés. J'aurais dû être plus maligne. Nous avions tous déconné et nous aurions pu nous en sortir avec une tape sur les doigts si nous avions fait face aux conséquences ensemble. Au lieu de ça, j'ai été condamnée à 2 ans de prison. Le juge m'a dit qu'il espérait que ça me remettrait sur le droit chemin, et c'était tout. J'allais perdre 2 années de ma vie. Quand j'ai été transférée à la prison, je croyais que ma situation ne pourrait pas s'aggraver davantage. J'allais avoir une grosse surprise. J'ai rapidement remarqué qu'il n'y avait que des hommes dans les parages. Pas une femme en vue. Encore pire, la plupart des gardiens étaient des hommes. Je me demandais ce qui se passait. Peut-être qu'on allait m'emmener dans la partie du bâtiment réservée aux femmes. J'ai fini par réaliser que j'allais rester là et qu'il n'y avait vraiment aucune femme. J'ai posé la question aux gardiens et j'ai été choquée de leur réponse. Ils semblaient étonnés que mon avocat ne m'ait pas prévenu. Apparemment, il n'y avait plus de place dans la prison de femmes et j'allais purger ma peine dans la prison d'hommes. Imaginez ma surprise! J'étais terrifiée et furieuse à la fois. J'ai essayé de jouer les durs et de faire comme si j'étais seulement énervée, mais au fond, j'avais vraiment peur. On aurait dit le début d'une histoire d'épouvante. J'ai fait une demande pour être envoyée dans une autre prison, mais sans succès. Mon avocat ne s'intéressait plus à mon affaire, et le juge ne m'a attribué personne d'autre. Les autorités pénitentiaires m'ont dit qu'ils feraient attention à ce qu'aucun homme ne s'approche trop de moi, mais rien de plus. J'allais devoir passer les 2 prochaines années enfermée avec personne d'autre que des hommes. Et des hommes dangereux en plus. Les 2 premières semaines ont été un véritable enfer. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule. Tout le monde me regardait quand je sortais de ma cellule. L'unique avantage était que je pouvais dormir dans ma propre cellule. Après tout, ils ne pouvaient pas m'enfermer avec un homme toutes les nuits. Ce serait trop risqué. Mais cette intimité ne m'était d'aucune aide quand j'étais dans les parties communes. Partout où j'allais, des mecs chelous me fixaient constamment. Tout le monde a essayé de me draguer. Et ils ne comprenaient jamais quand je leur disais de me laisser tranquille. Je ne pouvais même pas prendre une douche sans que plusieurs hommes me regardent. J'avais tout le temps envie de pleurer. Mais si je montrais des signes de faiblesse, ça serait pire. Alors j'ai dû m'endurcir et faire comme si rien ne m'affectait. Au bout de 2 mois, les choses ont commencé à se tasser. Pas énormément, mais ce n'était pas aussi intense que pendant les premières semaines. Les hommes de la prison se sont habitués à moi et aussi aux agents de sécurité qui étaient plus nombreux dès que je sortais de ma cellule. Je recevais un peu moins d'attention, mais ça n'a jamais été facile. Je me sentais en permanence menacée et certains mecs ont essayé de m'attraper quelquefois. Heureusement, il ne m'est rien arrivé de grave. Mais je l'ai échappé belle plus d'une fois. J'étais terrifiée et je ne dormais pas bien la nuit. J'ai perdu beaucoup de poids à cause du stress. Mais en vérité, après ma première année en prison, les choses ont commencé à s'arranger.
J'ai réussi à me faire quelques amis et je passais du temps avec eux quand nous sortions de nos cellules. Ils me défendaient aussi quand des nouveaux arrivants essayaient de me chercher des noises. C'était un grand soulagement, croyez-moi. J'ai effectué ma peine et j'étais tellement soulagée d'enfin sortir de cet horrible endroit. Je dois vous dire que ces 2 années m'avaient paru durer 5 ans. Dès que j'ai pu reprendre le cours de ma vie, je me suis juré de ne plus jamais refaire quelque chose d'illégal. J'ai définitivement retenu la leçon et je ne veux plus jamais revivre quelque chose comme ça. J'ai coupé les ponts avec tous mes anciens amis et même avec ma famille et je me suis trouvé un travail honnête. Je ne fais plus rien de mal et j'espère mener une vie heureuse, laissant mon terrible passé derrière moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous déjà fait quelque chose que vous avez tout de suite regretté? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne. Salut, je m'appelle Leslie et j'aimerais vous parler de l'époque où j'étais littéralement la seule fille dans la ville dans laquelle j'habitais. Je sais que ça a l'air totalement dingue et croyez-moi, dès que j'ai remarqué ce qui se passait, j'ai totalement paniqué. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu de ma vie, pour que vous compreniez comment cet étrange coup de théâtre s'est produit. Quand j'étais petite, j'avais une enfance plutôt normale. Ma mère et mon père étaient géniaux et ils passaient beaucoup de temps avec moi. Ils étaient aimants et gentils, et papa était comme un super-héros pour moi. Il venait toujours à ma rescousse quand j'avais des ennuis, et il me racontait les meilleures histoires au monde pour m'endormir. Je n'avais ni frère ni sœur, mais ça me convenait. J'aimais que maman et papa soient toujours aux petits soins avec moi, au lieu d'avoir à partager leur attention avec des frères et sœurs. C'était jusqu'à ce que mon père décède. Alors je regrettais vraiment de n'avoir personne d'autre que ma mère. Je ne dis pas ça parce que ma mère est soudainement devenue méchante ou quelque chose comme ça. Oh non, loin de là. Maman était incroyable. Elle travaillait dur pour subvenir à mes besoins et m'élevait de son mieux. Le souci était que maman a dû accepter un autre travail quand papa est allé au ciel. Elle était médecin et bien qu'elle ait un bon salaire, elle passait trop de temps loin de la maison. Papa était celui qui restait à la maison et s'occupait de moi étant donné qu'il pouvait travailler depuis la maison. Alors, après la mort de papa, maman a dû s'adapter. Le nouveau travail de maman a été de passer des appels depuis la maison pour une grande compagnie. Le point positif était qu'elle gagnait très bien sa vie et elle pouvait se permettre de m'acheter de jolies choses et de passer beaucoup de temps avec sa fille unique. Le point négatif, eh bien, nous devions tout le temps déménager parce qu'elle était envoyée là où elle serait le plus utile. Nous déménagions environ 2 fois par an. C'était vraiment dingue. Mais au moins la compagnie payait pour tout. Le camion, les déménageurs, les maisons. On lui donnait même une grosse prime chaque fois qu'elle était envoyée à un nouvel endroit. Mais c'était un peu difficile parce que je ne pouvais jamais rester au même endroit assez longtemps pour me faire de vrais amis. C'est pour ça que maintenant, j'aimerais avoir un frère ou une sœur. Alors j'aurais au moins une autre personne que ma mère, à qui je n'aurais pas à dire au revoir dès que nous faisions nos cartons et déménagions. Comme vous pouvez vous en douter, c'est difficile de tout abandonner tous les 6 ou 7 mois. Je crois que nous ne sommes jamais restés où que ce soit, plus de 10 mois max. C'était dingue, parce que je devais tout le temps m'adapter à une nouvelle école, seulement pour déménager à nouveau quand je commençais à me faire de nouveaux amis. Je n'ai donc pas été surprise, mais plutôt ennuyée, quand ma mère est entrée dans ma chambre et m'a annoncé que nous déménagions à nouveau dans une semaine. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai regardé d'un air frustré. Elle m'a expliqué que c'est la meilleure chose à faire et que la compagnie lui avait offert une incroyable prime pour aller dans ce nouveau lieu. Ils n'ont pas expliqué pourquoi cette prime était si importante, mais c'était assez intéressant pour ne pas poser trop de questions. Nous avons rapidement découvert qu'elle aurait vraiment dû poser plus de questions parce que nous nous sommes bientôt retrouvés dans une grosse pagaille. Alors, comme d'habitude, nous avons commencé à mettre toutes nos affaires dans des cartons. J'étais si douée à cause de toute mon expérience que ça ne m'a pris qu'1 ou 2 heures. J'ai envoyé des messages à tous mes amis les jours qui ont suivi et ils ont organisé une grande fête d'adieu pour moi. J'avais l'habitude de ces fêtes, et je ne m'y amusais plus autant. Je me demandais si j'allais rester amie avec eux après quelques mois, et je savais que la réponse à cette question était très certainement non. Enfin, de toutes les personnes que j'avais rencontrées au fil du temps, je pense que je suis restée en contact qu'avec 4 ou 5. Si l'on envisage que j'ai déménagé au moins 2 fois par an depuis mes 8 ans, alors vous imaginez le nombre de personnes que j'ai laissées derrière moi. Quand nous sommes arrivés dans la ville où je vivrais pendant quelques mois, j'étais sous le choc. Elle était tellement petite, ridiculement petite. Nous avons découvert par la suite qu'il y avait moins de 1000 habitants. Ce n'est pas une blague, c'est complètement dingue. Bon, le truc c'est que tous les habitants étaient très riches. C'est pour ça que ma mère avait été envoyée là-bas.
La population n'était pas assez large pour qu'un hôpital soit construit, mais ces gens riches voulaient avoir un médecin d'astreinte. La compagnie pour laquelle travaillait ma mère envoyait quelqu'un vivre là quelques mois avant de remplacer le médecin, quand il en avait marre de vivre dans une petite ville. Rien que ça, c'était étrange. Ouais, mais il y a un autre détail dont je ne vous ai pas encore parlé. Souvenez-vous que je vous ai dit que j'étais la seule fille de la ville à un moment. Eh bien, c'était le village dont je parlais. Cet endroit avait été fondé par des hommes qui voulaient s'éloigner des femmes dans leur vie. Certains étaient des hommes qui aimaient les hommes, et d'autres voulaient simplement passer du temps dans un petit coin de paradis, sans filles présentes. Maman a été acceptée parce qu'ils avaient besoin d'un médecin en urgence, et qu'elle était la seule disponible pour rester là quelques mois, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Ça signifiait que j'allais aller dans une école de garçons et essentiellement vivre avec rien que des hommes pendant au moins 3 ou 4 mois. Maman était tellement en colère et elle a dit à ses employeurs qu'ils auraient dû la prévenir. Ils se sont excusés et lui ont donné une prime encore plus importante pour qu'elle reste au moins 12 semaines. Elle a envisagé de démissionner, mais l'argent était très intéressant et ils ont promis qu'après cette période, ils lui offriraient une grande maison dans une grande ville et lui permettraient de travailler là pendant plus d'1 année. C'était un très bon accord. Alors maman a fini par accepter à contre-cœur. Je n'étais pas du tout contente. Et ça me paraissait tellement déplacé de devoir être la seule fille mineure dans cette ville. Alors maman et moi avons vraiment attiré l'attention des hommes. Comment pourrait-il en être autrement alors que nous étions littéralement la seule adolescente et la seule femme adulte de toute la ville? Les hommes là-bas étaient très stressés de ne pas avoir de femmes présentes. Évidemment, ça leur plaisait, en général, mais c'était tout de même un peu difficile de temps en temps. Aller à l'école était très gênant pour moi. Vous n'imaginez même pas les regards que les garçons me lançaient. Enfin, tous les étudiants étaient choqués de me voir là au départ. Ils ne voyaient que rarement, pour ne pas dire jamais, une fille, sauf quand ils sortaient de la ville. Et pour beaucoup à l'école, ça n'arrivait presque jamais. Dans mes anciens lycées, je n'étais pas la plus jolie fille de la classe, et les garçons me draguaient rarement. Mais ici, j'étais la fille la plus canon. En fait, c'était seulement parce que j'étais la seule fille présente. Mais ce n'est pas la question. Le truc, c'est que tout le monde voulait sortir avec moi étant donné que j'étais la seule option. Et les adolescents sont vraiment désespérés d'être avec une fille quand ils n'en voient que quand ils partent loin de chez eux. Ma mère vivait aussi une situation très difficile. Bien sûr, beaucoup d'hommes adultes n'étaient pas du tout intéressés par les femmes. Mais elle plaisait beaucoup aux autres. Ils aimaient avoir cet endroit pour rester loin des femmes en général, mais en avoir une seule avec qui sortir et s'amuser semblait presque idéal. Et ma mère n'aimait pas être traitée comme un morceau de viande sur le marché. Elle repoussait des hommes de tous les côtés, et j'ai commencé à faire la même chose. C'était très gênant de devoir dire non encore et encore. Et certains garçons refusaient de comprendre qu'ils ne m'intéressaient pas. Je crois que certains s'en moquaient et continuaient d'essayer. On m'a embrassée de force plus d'une fois, et ce n'était pas du tout agréable. Je l'ai dit à ma mère, et nous sommes allés chez le seul officier de police de la ville, mais il n'a pas fait grand-chose. C'était quelque chose à quoi il fallait en quelque sorte s'attendre, vous voyez? Je n'étais pas du tout contente, et je me suis énervée. Chaque fois qu'un garçon s'approchait trop près de moi, après ça, je m'énervais contre lui et m'éloignais. Aller où que ce soit était une épreuve. Chaque fois que j'allais faire des courses, on me regardait sans arrêt. Même des hommes bien plus vieux que moi le faisaient. Souvenez-vous qu'à l'époque, je n'avais que 17 ans. Alors oui, être fixé par un mec louche de 50 ans n'était pas du tout drôle ni mignon. Ça me faisait vraiment peur. J'ai même été kidnappée par un garçon qui était obsédé par moi. Il essayait sans arrêt de m'inviter à sortir. Il n'était pas au lycée, mais il avait presque mon âge. Juste 2 ans de plus que moi. Il était le fils de ce mec super riche et il croyait que tout lui était dû, sans qu'on y trouve à redire. Bien évidemment, je n'ai pas accepté et j'ai paniqué quand il m'a traînée dans sa voiture. Il m'a emmenée chez lui et a essayé de me forcer à l'embrasser. Mais j'ai catégoriquement refusé. Il a fini par me laisser partir et j'ai tout de suite appelé ma mère. Cette fois, le policier nous a écoutés et s'est inquiété. Il est allé parler au garçon et à son père, et ils ont accepté de partir pour que nous ne portions pas plainte. Comme il ne m'avait pas fait de mal, et qu'il disait qu'il voulait juste passer un bon moment, j'ai décidé qu'il valait mieux qu'il parte loin, et ne m'embête plus jamais. Croyez-moi, depuis ce jour, je suis devenue bien plus prudente en sortant de la maison. Finalement, je me suis liée d'amitié avec un autre garçon de ma classe.
Il s'appelait Richie et il était très gentil. Il ne m'a jamais manqué de respect, ni ne m'a fixé comme si j'étais une étrange créature envahissant sa ville. C'était un grand soulagement, et au bout d'un moment, nous avons commencé à sortir ensemble. Ça a causé quelques problèmes à l'école, parce que ça voulait dire que je n'étais plus disponible. Être la seule fille de la ville signifiait qu'il n'y avait pas d'autres filles avec qui il pouvait sortir. Mais je me moquais de ce qu'il pensait, et j'ai continué à sortir avec Richie. Mais finalement, la compagnie pour laquelle travaillait ma mère lui a dit qu'ils étaient prêts à lui donner le poste qu'il lui avait promis. Nous étions là depuis 4 mois. Maintenant, au moins, nous passerions une année entière dans une grande ville. La maison qu'ils nous louaient était incroyable. Alors il y avait des avantages à tout. J'avais hâte d'être à nouveau en compagnie de filles. Vous n'avez pas idée. Mais j'étais triste de laisser Richie derrière moi. Mais il ne pouvait pas déménager. Alors nous avons eu un dernier rendez-vous. Et avons échangé notre dernier baiser. Juste avant que je ne monte en voiture. Ma mère a démarré et j'étais très triste, mais aussi très soulagée. Maman a réussi à décrocher un nouveau travail en ville et nous avons arrêté de déménager si souvent. Ce changement de rythme était très agréable, mais je n'oublierai jamais les mois pendant lesquels j'étais la seule adolescente de toute la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quel est l'endroit le plus fou dans lequel vous ayez vécu? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. J'ai 10 sœurs et je suis le seul garçon de la famille. Et ça a rendu ma vie misérable. Mais vraiment les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés, qu'est-ce que vous faites? Abonnez-vous et regardez la vidéo. Vous pourriez devenir millionnaire. Pendant les 11 premières années de ma vie, j'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai aucune idée de qui étaient mes parents biologiques, mais tout ce que je savais, c'est qu'apparemment je n'étais pas assez bien pour eux, alors ils m'ont abandonné pour adoption. La vie à l'orphelinat était épouvantable. Chaque enfant que vous puissiez y trouver était le plus égoïste et le plus vaniteux possible. J'étais brutalisé tous les jours par les enfants plus âgés. Ils me pinçaient les oreilles, baissaient mon pantalon, me poussaient dans le lac. J'étais un petit garçon, donc je n'avais pas beaucoup d'espoir de me défendre. Et les gardiens étaient tellement submergés par le nombre d'orphelins sur les mains qu'ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de mes petits problèmes. Je pensais que ma vie continuerait comme ça pour toujours, dans l'ennui et en me faisant brutaliser et taquiner tous les jours. Certaines familles sont venues à l'orphelinat cherchant à adopter, mais personne ne semblait m'aimer. À l'approche de mon 11e anniversaire, j'avais à peu près accepté le fait que je n'allais jamais être adopté. J'étais trop vieux. Personne ne voulait d'un garçon de 11 ans. C'est pourquoi j'ai été vraiment surpris lorsque mon gardien m'a dit qu'une famille cherchait à adopter un garçon. Elle a dit que je pourrais peut-être les rencontrer et que nous pourrions voir comment ça se passe. J'étais tellement nerveux. J'ai mis mes plus beaux vêtements, même s'ils n'étaient pas si fantaisistes, c'étaient les meilleurs habits que j'avais, et j'ai rencontré mes futurs parents adoptifs. Ils étaient tous les deux si gentils. Ils ont dit qu'ils avaient toujours voulu un garçon, mais n'en avaient jamais eu. Nous avons discuté pendant 1 heure, et ils m'ont posé des questions sur ma vie et si j'aimais ça à l'orphelinat. Quand je leur ai parlé des brutes, ils se sont regardés et ont semblé hocher la tête. Ensuite, ta femme, ma future mère, m'a demandé si j'aimerais venir vivre avec eux. « Vous m'adoptez ?» ai-je demandé avec incrédulité. Ils hochèrent la tête. « Mais nous devons t'avertir, dit l'homme, mon futur père. Nous avons beaucoup de filles avec qui tu vivrais, bien sûr. »« Bien sûr !» m'écriai-je fou de joie. Je me suis précipité vers eux et je les ai embrassés comme si je les avais connus toute ma vie. J'étais si heureux. Enfin une famille. Nous ferions tout ensemble. Et j'étais tellement excité d'avoir une sœur. Enfin, tout allait bien. Lorsque nous avons fait mes valises et que nous sommes arrivés chez eux, j'ai été choqué. La maison était énorme. On aurait dit qu'il pouvait accueillir au moins 12 personnes. Puis, debout, à l'avant sur 2 rangées droites, se trouvait un groupe de filles. Toutes étaient à de hauteur et des âges différents, et nous ont regardés pendant que la voiture s'arrêtait. Mon père a ébouriffé la tête et en riant, il a dit « Va voir tes sœurs ». J'avais le souffle coupé. Il y avait 10 sœurs au total. 10 sœurs, c'était fou. J'ai ouvert la portière de la voiture pour sortir. Elles m'ont toutes regardé. Aucune d'elles n'a souri, ni dit un mot. J'ai alors marmonné timidement. « Salut ». Puis, elles se sont mises à rire et se sont précipitées vers moi. Plusieurs d'entre elles se sont avancées pour me serrer dans leurs bras. Certaines d'entre elles semblaient déjà adultes, tandis que d'autres avaient quelques années de moins que moi. Elles se sont toutes présentées, chacune criant leur nom avec excitation. Mais j'étais trop troublé pour me souvenir de tous leurs noms. « Je m'appelle Mason », j'ai dit nerveusement. Elles ont toutes souri, disant que mon nom était vraiment mignon,
et qu'elles avaient toujours voulu un frère. Je me sentais tellement soulagé. J'avais peur que mes nouvelles sœurs ne m'aiment pas, mais c'était un bon départ. Mes parents adoptifs étaient affectueux, surtout ma mère. Elle me bordait tous les soirs et me faisait des câlins. Je sais que je n'étais pas censé avoir de favoris, mais je l'aimais plus que les autres. Pendant les 2 jours suivants, tout le monde se chamaillait pour moi. Elles voulaient toutes faire en sorte que je me sente en sécurité, à l'aise et aimé, et je n'arrêtais pas de leur répéter que j'étais comblé. J'étais si reconnaissant et j'aurais souhaité que cette joie dure éternellement. Mais hélas, non. Car au fil des semaines, l'excitation initiale d'avoir un nouveau membre de la famille s'est estompée. Mes sœurs, prétendument aimantes, m'ont abandonné. J'imagine qu'elles se sont d'abord souciées parce que j'étais un frère avec qui elles pouvaient jouer, mais après un certain temps, elles m'ont laissé jouer seul. C'étaient toutes les filles et franchement, je n'avais rien de commun avec elles. On ne faisait pas vraiment les mêmes choses, on n'aimait pas les mêmes livres, on n'aimait pas les mêmes sujets. On était si différents, et le fait que j'ai été adopté n'a pas aidé. Je pouvais voir que mon père était heureux d'avoir un fils, il pouvait faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire avec une fille. Il m'a beaucoup emmené à la pêche et il a essayé de me faire aimer le sport. Parfois, il m'appelait à la maison pour regarder un match de football avec lui. J'ai essayé de paraître intéressé, mais en toute honnêteté, je me fichais du match de football et du poisson qu'on avait pêché. Tout cela m'ennuyait. J'étais le genre de garçon qui aimait peindre et lire, et j'étais particulièrement fan de piano. J'ai essayé de faire semblant d'être intéressé pour mon père, mais je pouvais deviner qu'il savait que je faisais semblant. Donc finalement, la connexion entre nous s'est estompée aussi. C'était vraiment ma mère qui s'occupait de moi, vraiment. Elle aimait que j'apprécie les arts et que j'ai ce côté sensible en moi. Elle a dû partager son amour entre moi et 10 autres filles. C'était dur pour elle, d'autant plus que nous avions tous besoin de son attention. Elle a fait de son mieux, je suppose. Mais pour moi, je me sentais toujours rejeté, comme si j'étais juste un membre temporaire de la famille. Et juste au moment où je pensais avoir échappé à mes brutes à l'orphelinat, l'univers a décidé de les échanger avec mes sœurs. Elles m'ont toutes harcelé, peut-être parce qu'elles étaient jalouses de l'attention que j'ai reçue au début. Elles s'enfuyaient à chaque fois que je les approchais, et à chaque fois qu'elles jouaient à des jeux comme la marelle ou cache-cache, elles me laissaient toujours de côté. Si je demandais à jouer avec elles, elles me disaient que seules les filles pouvaient y jouer. Alors je m'éloignais, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais ressenti, même si j'avais été adopté. Quelle ironie! Et le pire, c'est que nous étions tous scolarisés à la maison, donc je n'ai pas pu m'échapper dans une école publique. Je n'avais pas d'amis. Mais une nouvelle passionnante est arrivée dans la famille, car maman a annoncé qu'elle était enceinte, et c'est d'un garçon. Nous étions tous si heureux, mais personne n'était plus heureux que moi. Enfin, quelqu'un avec qui je pouvais m'identifier. Quelqu'un avec qui je pourrais être ami. Bien sûr, il y a peut-être 11 ans de moins que moi, mais quand même, un plus jeune ami valait mieux qu'aucun ami du tout. Mes parents l'ont appelé Andy, et à partir de ce jour, j'ai fait tout mon possible pour jouer avec lui. Je sortais des jouets et jouais toute la journée s'il le voulait. Je le nourrissais parfois quand ma mère était trop occupée. Je le promenais dans la poussette. J'adorais vraiment ça. Mais ensuite, mes sœurs ont aussi commencé à aimer Andy. Elles voulaient passer du temps avec lui plus qu'elles ne l'avaient jamais fait avec moi. Je suppose qu'une partie de cela était parce qu'il était leur vrai frère. Moi, j'étais juste un enfant adopté. Puis à ma grande surprise, une fois qu'Andy a commencé à grandir, il a eu envie de passer plus de temps avec ses sœurs qu'avec moi, son propre frère. Je ne pouvais pas y croire. Nous étions censés être les meilleurs amis. Nous étions censés être là l'un pour l'autre, en tant que seul frère de la famille. Mais non. En raison de l'écart d'âge entre nous, il a préféré passer du temps avec mes petites sœurs, celles qui étaient plus proches de son âge. Et j'ai été choqué de constater que j'étais à nouveau exclu de tous les jeux. Personne ne voulait jouer avec moi. Andy semblait oublier tous les mois que nous avons passés ensemble quand je jouais avec lui à sa guise. J'ai réalisé que je n'allais jamais vraiment intégrer cette famille. J'étais avec eux depuis un peu moins de 2 ans, et je ne me sentais toujours vraiment pas aimé par eux. J'étais de nouveau seul. Mon père m'avait abandonné, et ma mère ne pouvait donner autant d'amour qu'à ses 11 enfants. C'est alors à ce moment que j'ai décidé que je devais partir. J'ai dû m'enfuir. Ils étaient mieux sans moi. Je me sentais comme une mouche bourdonnant à leur côté, une simple nuisance. Alors un matin, j'ai emballé quelques trucs dans mon sac, de la nourriture, des vêtements, de l'argent. J'avoue que j'en ai pris dans le portefeuille de mon père, mais j'ai supposé qu'il ne s'en sourit pas trop une fois que je serais parti. Et je suis parti.
Je me souviens qu'en partant, les autres se réveillaient juste et se préparaient pour le petit déjeuner. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et personne ne semblait avoir remarqué que j'étais parti. C'est à quel point je leur importais peu. Elles n'avaient même pas réalisé que je m'enfuyais. Nous vivions dans ce quartier très calme. J'ai donc dû marcher un moment pour prendre le bus. Finalement, j'ai trouvé un arrêt de bus. J'ai sauté dedans, j'ai acheté un billet et le bus a démarré. Le bus est passé devant mon ancienne maison. Elle avait l'air si paisible. Ils étaient mieux sans moi. Ils avaient déjà un fils. Un vrai fils. Leur prière avait été exaucée. Pourquoi aurait-il besoin d'un fils adoptif? J'ai repris le bus et je suis resté jusqu'à ce que je ne puisse plus payer de billets. J'ai fini à des centaines de kilomètres de chez moi. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas comment j'allais survivre, mais je savais que je devais partir. Finalement, je n'avais plus que quelques dollars. Alors je suis descendu du bus à l'arrêt le plus proche. J'avais vraiment faim et un panneau indiquait qu'un restaurant se trouvait qu'à quelques pâtés de maison. J'ai couru un rythme soutenu, mon ventre grognait déjà de faim. Finalement, j'ai atteint le restaurant. C'était relativement vide. Je suis entré à l'intérieur, mon estomac grognait encore plus fort à l'odeur du pain grillé et des œufs frits. Je me suis glissé devant un stand et j'ai immédiatement commandé le plus gros petit déjeuner qu'il proposait. J'ai épuisé tout l'argent qu'il me restait, mais je m'en fichais. J'étais affamé. La serveuse a pris ma commande, puis elle est allée allumer la télé. J'ai levé les yeux et j'ai été choqué de voir mon visage aux infos. J'ai regardé avec surprise le présentateur parler d'un garçon disparu, Mason, qui avait disparu ce matin-là. Le présentateur a poursuivi en expliquant comment la famille demandait son retour car il leur manquait beaucoup. Je ne pouvais pas y croire. Je n'étais parti que depuis 12 heures. Comment ça pouvait déjà être d'actualité? Et pourquoi mes parents me demandent-ils de rentrer à la maison? N'étaient-ils pas contents de se débarrasser de moi? Finalement, mon repas est arrivé, même si cela a pris un certain temps, et je repoussais mes pensées pour me concentrer sur le repas. Je regarde la serveuse et je vois qu'elle me regarde aussi. J'ai réalisé qu'elle aurait peut-être pu me reconnaître et appeler la police. J'ai paniqué. Que pouvais-je faire? Je pouvais faire une pause, commencer à courir, mais ils savaient déjà où j'étais. Il ne leur faudrait pas longtemps pour me retrouver. Alors que ces pensées me martelaient l'esprit, j'ai entendu la cloche de la porte sonner et je regardais pour voir ma famille, ma mère, mon père, mon frère et mes 10 sœurs. Tous se tenaient là, en me regardant les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas y croire. Comment m'avait-il trouvé? Puis j'ai regardé la serveuse et j'ai compris qu'elle avait appelé la police. J'ai alors dit « Attends, je sais que tu ne veux pas de moi. Tu n'as pas à faire semblant. » Le visage de ma mère est tombé d'horreur. « Quoi ?» J'ai dit à voix basse. « Tu as déjà un fils, tu n'as plus besoin de moi. » Une de mes sœurs a alors crié. « Mais on t'aime, on veut que tu rentres à la maison. » « Mais, » j'ai dit confus, « tu es toujours méchante avec moi, tu ne joues jamais avec moi. »« Mais Son !» dit une autre sœur. « On promet de jouer avec toi, alors s'il te plaît, rentre à la maison. » J'ai alors dit avec hésitation. « Tu mens. » Ma mère s'est précipitée en avant, m'écrasant dans ses bras. « Mais Son chérie, rentrons à la maison. On t'aime et tu nous manques. On n'arrêtera jamais de t'aimer. » J'ai éclaté de sanglots et soudain, tout le monde s'est mis à pleurer aussi. Elles se sont toutes précipitées vers moi et m'ont fait plein de bisous et de câlins. Elles m'ont promis qu'elles feraient plus attention à moi. Elles n'avaient pas réalisé que je ne me sentais pas aimé. J'ai écouté leurs promesses et j'ai hoché la tête avec des larmes coulant de mes yeux. Je les ai crues. Vous savez à quel point quand tu peux ressentir la peur quand tu es toute seule dans ta chambre et que tu entends un bruit de collision dans la nuit? Ou quand tu es sur le point de sauter à l'élastique au bord de la falaise? Ou peut-être quand ton estomac te fait mal juste avant un examen? Je parie que vous avez déjà ressenti ce genre de peur plusieurs fois dans votre vie, selon votre courage ou selon le mode de vie que vous avez vécu. En fait, le truc est que je n'ai jamais ressenti ce genre de peur. Pas une seule fois dans ma vie. Ni même quand j'étais un bébé, une gamine, et certainement pas quand j'étais une jeune ou une adolescente. Je m'appelle Krista, et croyez-le ou non, je suis née sans la possibilité de ressentir la peur. Ça semble complètement fou, non? Vous avez totalement raison si vous pensez que ça l'est. Ma mère me raconte partout de quand j'étais petite. Dans le passé, Krista, tu n'as jamais pleuré. Je pensais avoir le bébé le plus sage au monde. Mais quand tu as commencé à ramper, je ne pouvais pas te laisser seule une seconde. Tu étais prête à faire des choses que les autres enfants de ton âge n'auraient jamais fait. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 superbes années de plus. Croyez-moi, ça marche. Je ne l'ai jamais appelé. Je n'ai jamais eu peur des gros chiens.
Et j'ai essayé de grimper sur toutes les surfaces que je pouvais. J'essayais de boire des produits qui brillent, et bien sûr, ces produits venaient du placard des produits ménagers. Imaginez combien de fois ma mère a dû me rattraper pour m'empêcher de me faire mal. Maintenant, ne pensez pas que je ne me suis jamais fait mal. Je me suis blessée plein de fois, croyez-moi, et ça fait super mal. Le truc est que ce sont deux choses qui ne sont jamais en lien jusqu'à ce que ce soit trop tard. Mes parents, bien sûr, m'ont emmené voir plusieurs docteurs et spécialistes. Ils m'ont fait passer plusieurs tests, essayant de trouver ce qui n'allait pas avec moi. Ils m'ont branché sur ces machines en me montrant des images et vidéos, tout en mesurant la réaction de mon cerveau. Apparemment, comme les docteurs l'ont expliqué à mes parents, la partie de mon cerveau qui expérience la peur n'est tout simplement pas active. Un docteur a demandé « Est-ce que Krista est tombée sur la tête quand elle était petite ?» Ma mère s'est sentie coupable d'être une mauvaise mère en entendant ça. Elle ne l'était pas, mais ça l'a fait réfléchir. Et si elle avait fait quelque chose qui a endommagé cette partie de mon cerveau? Et si après tout c'était sa faute? Elle a commencé à pleurer et à se sentir mal. J'étais en colère envers le docteur et je n'ai pas hésité à le lui dire. Vous pouvez imaginer que nous avons dû quitter l'hôpital rapidement. Ce n'était pas un bon jour, mais je ne regrette pas de m'être emportée envers le docteur pour le bien de ma mère. Mes parents, ma mère et mon père, étaient de très bons parents pour moi. Et ils étaient très patients. Ils ne méritaient pas d'être pointés du doigt pour leur irresponsabilité ou autre chose comme ça. J'étais simplement différente, c'est tout. Nous n'avons jamais découvert pourquoi cette partie de mon cerveau ne fonctionnait pas. Et quand mes parents ont essayé de savoir si une opération pouvait me soigner, la réponse était presque toujours négative. Quelques docteurs pensaient que c'était possible, mais les risques étaient trop grands et je pouvais finir handicapée à vie. Ça ne méritait pas la peine de prendre ce risque. Je déteste regarder des films d'horreur, croyez-moi. C'est ennuyant. Rester assis en s'ennuyant pendant que les autres crient et se tortillent dans tous les sens en couvrant leurs yeux. Je soupire simplement et m'ennuie à mort. Les monstres ne me font jamais peur et les tueurs ont l'air tous idiots. J'ai aucun plaisir à écouter des histoires qui font peur autour d'un feu, non plus. Je n'aimais pas le camping comme les autres enfants. Savez-vous aussi ce qui ne m'amusait pas? Les montagnes russes, ainsi que les autres activités qui font monter l'adrénaline pour soi-disant s'éclater. Ça ne me faisait rien. Je restais assise en m'ennuyant à écouter les gens crier et reculer. C'était à mourir d'ennui. Et les gens se demandaient quel est mon problème. Croyez-moi, si je gagnais une pièce à chaque fois que j'entendais quelqu'un demander « C'est quoi ton problème ?» je serais riche. C'était quasiment inévitable que je commence à sortir avec des bandes de fous quand j'ai commencé à aller au collège. Je pense que j'essayais de ressentir ce que je n'ai jamais réussi à expérimenter avant. Ils me poussaient à essayer des cascades de plus en plus folles. Et le niveau de danger augmentait à chaque fois. Ça inquiétait beaucoup ma mère. Elle me suppliait au début de ne plus le faire. Puis elle me grondait et me punissait. Mon Dieu, elle a tout essayé, la pauvre femme. Ma mère essayait de me raisonner comme ça. Krista, chérie, tu dois comprendre. Tu ne peux pas ressentir la peur. Oui, mais tu peux te faire mal et ça t'arrive souvent. Combien de fois as-tu été à l'hôpital? Mais les autres penseront que je suis une mauvaise mère. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, arrête-toi et pense si c'est moi qui le faisais. Si la réponse est non, alors ne le fais pas. Et en théorie, ça semblait bien. Je veux dire par là que je pouvais arrêter et penser si ma mère le ferait ou non. Mais en pratique, je n'ai jamais eu le temps. C'était trop tard et je réalisais à quel point j'avais merdé. Je ne peux même pas vous dire le nombre de fois que je suis rentrée chez moi avec mon jean déchiré, avec des éraflures et des ecchymoses. Ou pire encore, mes amis me faisaient faire un parcours et nous allions au parc pour essayer de faire ces cascades folles tout le temps. C'est très amusant. Ils se défiaient entre eux pour faire ces mouvements de malade et j'étais la seule qui acceptait toujours. Quelle que soit la dangerosité. J'étais l'enfant qui faisait des choses que personne d'autre ne voulait essayer. Vous pouvez donc imaginer à quel point ça a mal tourné en peu de temps. Je me suis cassé le bras 3 fois, ma cheville droite 1 fois et ma cheville gauche 2 fois. J'ai dû aller aux urgences plusieurs fois et j'ai même dû aller voir un psychothérapeute 2 fois par semaine pendant environ 1 an. Ça a vraiment mal tourné et ça inquiétait beaucoup mes parents. Autre chose que je pouvais faire facilement pendant que mes amis avaient vraiment du mal était de sortir avec des gars. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Les filles avec lesquelles je sortais attendaient longtemps que l'homme qu'elles aiment fasse le premier pas. Elles étaient trop timides ou avaient peur de se faire rejeter si elles faisaient le premier pas. Cela ne me faisait rien. Si quelqu'un refusait de sortir avec moi, j'allais voir un garçon mignon, puis en lui souriant, je demandais « Hé, veux-tu sortir avec moi ce soir ?» Simple et efficace. Certains garçons étaient stupéfiés que je sois si directe. Honnêtement, j'ai rarement été rejetée. La plupart du temps, ils acceptaient, soit parce qu'ils m'aimaient ou parce qu'ils étaient impressionnés par mon audace et qu'ils voulaient tenter leur chance avec moi.
C'était vraiment amusant de ne pas avoir à attendre que quelqu'un me demande de sortir avec lui. Vous savez, au moins il y avait un bon côté du fait de ne jamais ressentir la peur. J'étais la seule de mes amies à avoir passé la nuit avec un gars. Et c'était tout simplement sur lui que j'étais tombée, le plus beau garçon de l'école, et je lui ai demandé de sortir avec moi. Il m'a dit « Tu as du cran, Christa, j'aime ça !» Et tout le monde nous dévisageait surpris. Tout le monde pensait qu'il allait demander à la capitaine des cheerleaders de sortir avec lui. Mais il était impressionné par mon attitude et a préféré sortir avec moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, même si à la fin ça n'a pas fonctionné entre nous. Nous sommes toujours amis. C'est un super gars. À l'université, j'ai rencontré Gavin, le gars le plus beau que je n'ai jamais connu. Il n'était pas seulement beau, mais aussi très intelligent et ouvert d'esprit. Il me faisait rire tous les jours. Et quand il a découvert que je ne pouvais pas ressentir la peur, Gavin a décidé que sa mission dans sa vie serait de me faire peur. Le pauvre, il a tout essayé. Mais rien n'a jamais fonctionné. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Et il avait beaucoup d'idées pour me faire peur. Il me sautait dessus dans des endroits sombres en me criant dessus. Il se cachait sous mon lit en attendant que je me couche pour attraper ma main. Il m'a même attendu dans un parking déguisé en monstre et il me courait après. À chaque fois, je le dévisageais entre confusion et amusement. Il était si mignon quand il était frustré. Je pensais que c'était mignon, mais il était vraiment déçu. C'était drôle pour moi et j'adorais le voir essayer encore et encore. Si je devais être honnête, j'aimerais savoir comment on se sent quand on a peur. Je me sens parfois seule car je ne peux pas comprendre un des aspects de l'être humain. Quelques personnes pensent que je suis folle, et qui sait, peut-être le suis-je vraiment. Le problème est que ne jamais avoir peur peut amener dans des situations vraiment dangereuses. Laissez-moi vous raconter quand j'ai failli être poignardée à cause de mon problème. Vous voyez, un soir je marchais dans le parc tard. Bien sûr, une fille normale ne ferait certainement pas ça, mais je n'avais pas peur. Tout à coup, un gars assis sur un banc m'a interpellée. Il avait des habits déchirés, les cheveux en pétard et avait l'air très sale. Mais ça ne semblait pas être un danger pour moi. Donc, sans avoir cet instinct de peur que n'importe qui pourrait avoir dans ces circonstances, je m'approchai de lui. Et puis l'homme brandit un couteau devant moi. Il me menaçait en espérant que je fasse ce qu'il me dise, comme on me l'a toujours dit. « Donne-moi tout ton argent ou je te plante !» À la place, je le dévisageais en secouant ma tête insouciante que je suis. Je lui ai dit « Dans tes rêves, pauvre type, je ne te donne pas mon argent !» Ce qui a semblé le choquer. Le gars a essayé de me poignarder, mais je l'ai évité. J'ai compris que j'étais dans une situation dangereuse. J'ai alors essayé de m'enfuir. Mais ce n'était pas parce que j'avais peur ou quoi que ce soit. Au lieu de me suivre, le gars a couru dans la direction opposée. Il semble être celui qui a eu peur. Je suis sûre qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme moi dans le passé. Quand j'en ai parlé à mon copain et à mes parents, ils étaient choqués. C'est exactement la raison pour laquelle ils s'inquiètent pour moi depuis fort longtemps. Et si la prochaine fois le voleur me faisait du mal? Bon, heureusement, ça ne s'est jamais reproduit, et maintenant j'évite les coins sombres quand je suis seule. Ma mère me l'a fait promettre, et je n'aime pas briser les promesses que je fais. Encore aujourd'hui, Gavin et moi sommes toujours ensemble. Il est super, même s'il ennuie tout le monde dans notre entourage avec ses tentatives de me faire peur en permanence. Souvent, il finit par faire peur à quelqu'un d'autre dans sa tentative. Ma mère l'a engueulé sérieusement une fois, et depuis, il arrête ses tentatives quand elle nous rend visite. Même si je ne m'en soucie pas, pour moi c'est drôle et mignon. Je ne pourrai certainement jamais avoir peur. Mais maintenant, je l'accepte comme étant une partie de moi. Comme le fait d'être une brunette et d'avoir des taches de rousseur. Voilà, c'est mon histoire. Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez plus avoir ce genre de peur? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne.